Welcome les amis, que va-t-on voir aujourd'hui? C'est un tutoriel qui me tient particulièrement à cœur. Ouvrez vos oreilles, on va voir ensemble l'installation et la présentation de roulement de tambour Linux Ubuntu 3. Et oui, messieurs dames, Linux Ubuntu 3 est sortie. Elle est sortie il y a 2 jours, en date du 1er septembre, et Linux Ubuntu 3 me tient particulièrement à cœur parce que c'est une distribution, ouvrez bien vos oreilles, qui a été spécialement conçue dans le but premier du reconditionnement de vieilles machines. Allez, c'est tout de suite dans Ami Computer. Voilà, c'est parti. Donc ici dans mon gestionnaire de fichiers, je dispose de 2 images ISO. Une version consacrée à l'architecture 32 bits et une deuxième ISO, bien évidemment, pour l'architecture 64 bits. Alors, avant de poursuivre, petite parenthèse, je ne vais pas rentrer dans le pourquoi et le comment et les liens qui lient la distribution Linux Ubuntu à Emmaüs et à l'abbé Pierre. Je l'ai déjà expliqué dans un précédent tutoriel qui concernait Linux Ubuntu 2. Ici, dans ce tutoriel, je me consacre uniquement à la version, à la distribution Linux Ubuntu 3, à son installation, à son utilisation et non pas à son histoire. Voilà, ça c'était la petite parenthèse. Alors, les 2 images ISO ont une taille différente. Voilà, on peut voir qu'il y en a une de 3,7 Go, donc celle pour l'architecture 32 bits, et une de 3,9. Il y a une différence quand même de 200 mégas, ce qui est rare. Souvent la taille se tient, à quelques mégas près elle se tient. Ici on peut voir qu'il y a quand même une différence de 200 mégas. Et en plus, l'ISO pour l'architecture 64 bits, c'est elle la plus conséquente en taille, donc 3,9. Bien souvent, donc elles se tiennent, et ça arrive même que l'architecture 64 bits, donc que la taille de l'ISO soit inférieure à l'ISO pour l'architecture 32. Voilà. Donc comme je sais pas si je l'ai déjà dit, donc Linux Ubuntu, ça me tient à cœur. Pourquoi? C'est une distribution qui a été conçue dans le but premier de reconditionner des vieilles machines. Il y a une autre distribution qui se nomme Andy Linux, qui a été mise sur pied dans le même but, qui a été créée dans le même but. Ce qui différencie les deux, déjà, toutes les deux sont construites sur une version de Linux Ubuntu, qui elle-même est une variante officielle de Linux Ubuntu. Donc ici, Linux Ubuntu 3 a été construite sur la version de Linux Ubuntu 14.04. L'ancienne version de Linux Ubuntu, donc la 2, était construite sur Linux Ubuntu 12.04. Donc elle intègre un bureau, donc bien évidemment XFCE. Voilà. Et alors un dock qui se nomme KeroDock. Alors oui, je suis en train de partir un peu sur des tas d'idées. Il y a une autre distribution qui se nomme Andy Linux, dont le but est exactement le même que celui de Linux Ubuntu. La seule différence et la taille de l'ISO. Linux Ubuntu intègre dans son ISO beaucoup plus de logiciels. Voilà, Andy Linux moins. Qu'est-ce que je voulais encore dire? Ah oui, Linux Ubuntu
vu que son but premier est le reconditionnement de machines anciennes, qui dit reconditionnement de machines anciennes, dit aussi pays en voie de développement. Dans ces pays-là, on n'a pas forcément Internet. Pourtant, pour procéder à une installation, bien souvent, dans 9 cas sur 10, il faut Internet. Ici, ce n'est pas une obligation. Si vous n'avez pas Internet, il n'y a aucun problème. L'entièreté des logiciels installés se trouve dans l'ISO elle-même. Voilà. Mais je pense que j'ai tout dit, hein. Oui, donc on va pouvoir procéder à l'installation. Oui, en dessous de la vidéo, parce que je ne vais pas vous montrer comment installer VirtualBox, que vous savez sous Windows ou sous Linux. J'ai déjà créé un tutoriel sur l'installation de VirtualBox. Le lien est en dessous de la vidéo. Pour ceux qui voudraient installer Linux et Ubuntu comme système principal, donc non pas comme système virtuel, regardez également en dessous de la vidéo, il y a un lien qui renvoie vers un tutoriel dans lequel j'expliquais comment installer Linux Live USB Creator pour pouvoir décompresser l'ISO sur une clé USB et pouvoir installer donc peu importe la version de Linux comme système principal. Voilà, je pense que j'ai tout dit, donc c'est parti. Voici VirtualBox, on va cliquer sur Nouvelle. Voilà, on va lui donner un nom à notre machine virtuelle, donc tout simplement Linux et Ubuntu, tous 3. Moi je vais installer l'ISO 32, donc je peux le préciser. Voilà. Alors, type Linux, ok. Version pas ok. Moi, je vais choisir Ubuntu 32 bits. Il n'y a pas la version Ubuntu. Alors que Ubuntu a été construite sur une Ubuntu. Mais on voit qu'il y a une Ubuntu. Et comme Ubuntu, elle, est construite d'après une Ubuntu, voilà comment on peut choisir sa version en remontant vers la distribution mère. Voilà, on peut le dire comme ça. Suivant. Alors, ici je vais attribuer, parce que je sais, 1024 mégas de RAM, 1 giga. Petite chose que je n'ai pas dit, Linux et Ubuntu demandent très peu de ressources. Je pense qu'au niveau processeur, voilà, il faut un processeur qui tourne au minimum à 1,6 GHz et qui dispose de 512 mégas de RAM. Voilà, si mes souvenirs sont bons, hein. Et donc l'ISO fait 3,7 ou 3,9 gigas. Et une fois l'installation faite, donc il vous faut 15 gigas d'espace libre sur le disque. Ouais, c'était énorme, mais vous comprendrez pourquoi quand vous verrez ce que propose Linux et Ubuntu. Suivant, créer un disque dur virtuel maintenant, oui. J'utilise le format VDI qui est le format natif de VirtualBox, parce que je ne travaille qu'avec VirtualBox. Voilà. Alors, je choisis toujours une taille dynamiquement allouée. La différence, si je choisis une taille fixe, admettons, donc, et que je choisis un espace pour une valeur de 50 Go sur le disque, directement 50 Go seront réservés à l'installation. Donc vous serez amputé directement de 50 Go sur votre disque dur, Maintenant, si vous choisissez dynamiquement alloué et que vous dites moi je veux réserver 50 Go pour cette installation, les 50 Go ne seront pas directement, vous ne serez pas directement délesté de 50 Go sur votre disque dur. Voilà, après l'installation, donc l'installation, une fois l'installation faite, on a besoin seulement de 15 Go, et ben voilà, 15 Go seront seulement imputés à votre disque dur. Maintenant, voilà, vous allez pouvoir monter à 20, 25, 30, 35, maximum jusqu'à 50. C'est ça la différence, c'est qu'une taille dynamiquement allouée ne vous impute pas directement de la taille que vous avez choisi d'attribuer à votre installation. Voilà, vous comprendrez après, je vous montrerai une fois l'installation terminée.
Suivant. Alors, c'est pour ça qu'ici, il n'y a aucun souci. Je peux attribuer 50 Go. Créer. Voilà. On peut voir Linux et Ubuntu. Il se trouve dans le groupe Windows. Donc ce qu'on va faire, on va clic droit sur Linux et Ubuntu, grouper. Voilà, il y a un nouveau groupe a été créé avec Linux et Ubuntu. Clic droit sur nouveau groupe, renommer, et on va mettre tuto. Oula. Voilà, suivi d'Enter. C'est parti. Clic gauche sur Linux et Ubuntu. Je soit clic droit configuration ou tout simplement icône configuration. Alors, le nom est bon, type version aussi. Avancé, je vais activer le presse-papier partagé dans les deux sens, le glisser-déposer également. Alors, dans Linux et Ubuntu, on a un, je sais plus, un tableau de bord supérieur et on a un dock inférieur. Donc, ça ne sera pas beau si je demande l'affichage d'une barre d'outils compacte. Voilà. Description, on n'en a pas besoin. Système, très important, donc j'ai attribué 1 Go de mémoire vive. Disquette, on n'en a pas besoin. Le disque CD, DVD virtuel, on le passe en première position, puisqu'on va y injecter l'image ISO pour l'installation. On va booter donc sur le disque CD, DVD. Disque dur en deuxième. Le reste, mais c'est bon, hein. Si cette case est cochée, la machine virtuelle supportera s'occuper du légèrement les performances. Voilà. Le processeur, je vais en attribuer 2. Accélération, c'est bon. Affichage, je vais attribuer 96 mégas, ce qui correspond aux 3/4 des 128 disponibles. J'active l'accélération 3D, pas la 2D. Alors, qu'est-ce qu'il me dit ici? Ok, donc je vais activer, ceci. Voilà, c'est ok. Un petit point d'exclamation a disparu. Donc c'est bon. Bureau à distance, pas besoin. Capture vidéo, pas besoin. Stockage, on laisse ainsi. Son, on l'active. Réseau, il est bien activé. Port série, on n'en a pas besoin. USB, non plus. Voilà, je pourrais raccorder par exemple une manette Xbox, ma webcam, voilà, mais je ne raccorde rien en USB. Dossier partagé, je vais en partager un et ça va être mon dossier personnel. Voilà, je vais un montage automatique. Comme nom, je laisse le nom natif de mon dossier personnel. Ok. Et ok. Voilà. La configuration de notre machine virtuelle est terminée. On va tout simplement cliquer sur démarrer. L'image est partie sur mon deuxième écran. Voilà. On clique sur la petite valisette jaune pour préciser l'ISO que l'on veut injecter dans le lecteur CD-DVD. On a dit qu'on injectait l'architecture 32. Donc voilà. Ouvrir. Démarrer. Et c'est parti. Ceci, on n'en a plus besoin. Voilà. Je suis à vous tout de suite. J'arrange un peu tout ça ici. Voilà. Patiente, patiente. Voilà. Alors, ça, on n'en a pas besoin non plus. Voilà. Petit conseil. Oula, les mises à jour, non. Petit conseil. Toujours, donc je dis bien toujours, tester une distribution avant de l'installer.
ne fût-ce que pour voir si au niveau hardware tout sera supporté, donc le Wi-Fi, le son, voilà. Que ma foi sous VirtualBox, comme machine virtuelle c'est pas grave, mais si vous voulez l'installer comme système principal, toujours tester la machine avant. Ici on ne va pas le faire. Cliquez sur français. On va directement passer à l'installation. Alors au moins 15 Go d'espace libre sur le disque, c'est ok. Connecter internet. Télécharger les mises à jour pendant l'installation et installer ce logiciel tiers. Continuer. Alors, maintenant, je me répète, mais on est sur VirtualBox, donc on installe une machine virtuelle. Voilà l'option que je vais utiliser. Maintenant, c'est un conseil, vous faites ce que vous voulez. Si vous voulez l'installer comme système principal, pensez à la sécurité. Chiffrez votre nouvelle partition et utilisez également... ben voilà. Ah ouais. Voilà. Donc cochez ces deux cases-ci. La première c'est pour chiffrer la nouvelle installation de Linux et Ubuntu. Et la deuxième, voilà, c'est pour avoir plus facile lorsque l'on veut gérer les partitions créées. Donc redimensionner les partitions, voilà, par exemple, on aura plus facile. Ou autre chose, c'est pour créer soi-même les partitions. Donc moi, j'utilise cette option. Voilà. Installer maintenant. Bruxelles, ok, continuer. Alors, mon clavier est bien détecté. Je fais un petit test avant. C'est ok. Continuer. Votre nom. Donc, le nom de votre session. Anycomputer. Le nom de votre ordinateur. Tout simplement. Ubuntu 3 VirtualBox. Choisir un nom utilisateur. Choisir un mot de passe. Voilà, vous le confirmez. Demandez mon mot de passe pour ouvrir une session. Oui. Et alors, encore la même chose. C'est une machine virtuelle. Je ne vais pas chiffrer mon dossier personnel. Maintenant, chiffrez-le si vous installez Linux et Ubuntu comme système principal. Voilà, continuez. Et c'est parti.
Voilà, l'installation est terminée. Avant toute chose, voilà, on va redémarrer ensemble et vous allez voir. Encore une particularité de Linux et Ubuntu, je pense que je ne l'ai pas dit, c'est l'automatisation de certaines tâches. Voilà, ce qui veut dire par là que l'utilisateur lambda, donc qui n'y connaît pas grand chose, va être aidé par Linux et Ubuntu à installer ou ne pas installer certaines choses. Donc on va voir ça ensemble. Voilà, je vais vous montrer brièvement c'est quoi Linux et Ubuntu. Je dis bien brièvement parce qu'hier, voilà, je recommence. En fait, c'est la deuxième fois que je réalise ce tutoriel. Hier, je l'ai déjà réalisé. Et mon tutoriel, en tout et pour tout, prenait 3 heures. Et je me suis dit non, c'est pas possible. Pourquoi? Parce que je montrais tout de A à Z. Mais il faut bien penser que Ubuntu est construite sur une Ubuntu, donc XFCE. C'est une distribution paramétrable à souhait. Et je montrais de A à Z comment paramétrer sa distribution. Mais c'est trop. Voilà. Alors, on ne l'a pas vu également. L'installation s'est passée plus ou moins rapidement, mais si elle avait duré plus longtemps et que je n'avais pas touché à ma souris de temps en temps, vous auriez vu défiler un diaporama de photos concernant la pauvreté et concernant l'association Abbé Pierre. Voilà. Alors c'est parti, on clique sur redémarrer maintenant. Je vais devoir appuyer sur Entrée, donc Enter pour éjecter l'image ISO. Voilà. Je clique ici pour éteindre la machine. Pourquoi? Vous allez comprendre. Donc voilà, je suis bien positionné sur Linux et Ubuntu. Configuration. Je vais aller vérifier que l'image ISO, donc stockage, a bien été éjectée. Oui, on voit que le lecteur CD DVD est vide. Alors pourquoi j'ai éteint la machine? Parce que dans système, voilà, maintenant je vais booter sur le disque dur. Donc le lecteur CD DVD, je vais le faire descendre en deuxième position. Voilà, ok, et tout simplement démarrer. Alors, donc voilà le grub. Hein. Par défaut, si vous n'appuyez sur rien du tout, la distribution démarrera normalement. Sinon, ben, vous avez option avancée, memory test. Voilà. Alors c'est une ISO qui intègre des tas de logiciels, mais pas seulement. Elle intègre également les additions invitées VirtualBox. Parce qu'il faut savoir que quand on installe une ISO, donc une distribution sur VirtualBox, pour pouvoir passer en plein écran ou effectuer un redimensionnement automatique de la fenêtre, ou vous avez vu qu'on a mis un partage, qu'on a mis un dossier en partage pour pouvoir y accéder. Eh ben, il faut installer les additions invitées. Ici, il n'y a pas besoin. L'ISO intègre les additions invitées. La preuve, je bascule en
plein écran, mes mots de fenêtré. Ouais, il faut peut-être que je démarre. Ah ouais, mais je n'ai pas encore paramétré la distribution. Donc, mot de passe admin. Vous allez voir que il y a des tas de scripts qui sont lancés qui vont nous permettre de paramétrer la distribution. Valider. Alors, le choix de la version du menu qui se trouve ici. Ici, c'est le menu classique ou alors le menu Whisker. Vous choisissez celui que vous voulez. Maintenant, moi, je prends le menu Whisker parce que il intègre une barre, une zone de recherche pour l'ensemble des applications installées. Nouveau, menu plus ergonomique mais nécessite plus de mémoire RAM. Valider. Alors, voulez-vous lancer G-Speech, qui est un logiciel de synthèse vocale à chaque démarrage de votre ordinateur. Nous vous conseillons l'emploi de G-Speech sur des ordinateurs ayant moins de 500... ayant moins de 512 MB de RAM, afin de minimiser l'utilisation mémoire. Non. Alors, ici, on nous demande de choisir la version de Kerodoc que l'on veut, soit la version All. Donc pour les personnes ne voulant accéder à toutes les applications simples pour les débutants, et ma très chère Madame Michou, elle y connaît pas grand chose en informatique, et la version Kids pour les enfants et les très grands débutants. Moi je vais installer la version All, valider. Le mot de passe admin nous est demandé. On voit déjà l'apparition de Kerodoc ici dans le bas. Je pense qu'il y a encore quelque chose qui va nous être demandé. Je ne sais plus. J'hésite. Voilà. Voulez-vous installer des logiciels non libres dans la distribution? Ça c'est un choix, voilà, personnel. Oui. Et alors voilà, on a le choix d'installer certains logiciels ou non. Flash Player Adobe Plugin. Voilà, voyez la différence entre une autre distribution, Linux et Linux et Ubuntu, c'est le choix. Vous voyez, on a installé Linux et Ubuntu et au premier lancement, il y a des tas de petits scripts. Ça c'est un script. Un script c'est un morceau de ligne de code qui automatise certaines actions. Si vous aviez choisi d'installer une autre distribution Linux, eh bien vous auriez dû vous-même, si vous vouliez Skype, l'installer manuellement. Si vous aviez voulu TimeViewer également. Ici pas. Je vais cocher ce que je veux installer et l'installateur, la distribution va le faire pour moi. Donc le plugin Flash Player, oui. Ceci non. Les codecs, oui. Skype, oui. TimeViewer, oui. Ceci non. Et le reste, non. Je valide. Et on patiente. Alors, voilà, voulez-vous supprimer les langues inutiles? J'ai cliqué sur oui, et alors je vais garder l'anglais et le français et supprimer le restant. Vous voyez, dans une autre distribution, ben voilà, soit les langues inutiles vont rester installées, ou alors il faut les supprimer, ben voilà, manuellement. Il y a encore un script qui est bienvenu. Valider. Voilà, suppression des paquet de langues.
Voilà, la prise en charge de la langue n'est pas complètement installée, donc on va l'installer. Et ben voilà, fermé. Je pense que maintenant tout doit être terminé. Donc ce que l'on va faire, on va... Je vois qu'il y a encore de l'activité sur le disque, mais bon, on va redémarrer notre machine. Enter. Alors au bout de 10 secondes, de toute façon, la distribution sera lancée. Mot de passe, la session. Voilà, on nous demande si on veut encore que ce menu soit lancé au prochain démarrage. Non. Voilà. On va vérifier si les additions invitées VirtualBox sont bien installées. Et oui. Voilà. Donc ça va être court, bref, mais je vais essayer que ce soit bien fait. Alors ici, donc nous avons, donc déjà ceci, je vais supprimer, voilà. Nous avons un tableau de bord supérieur. Si je clique droit, tableau de bord, préférences. Voilà, on voit que le tableau de bord est entouré de pointillés rouges, ça veut dire que j'ai accès aux paramètres, donc je travaille sur ce tableau de bord. Affichage horizontal, vertical, deskbar. Deskbar, c'est quoi? Vous allez comprendre. Je vais le remettre horizontalement. Je vais appeler mon gestionnaire de fichiers. Voilà. Déjà, on peut voir quelque chose, il n'apparaît pas. Il n'apparaît pas parce qu'il manque le bouton des fenêtres. Donc, comment ajouter un élément à notre tableau de bord? Clic droit, tableau de bord, ajouter de nouveaux éléments. On va choisir bouton des fenêtres, ajouter. On voit qu'il s'est bien ajouté, mais en fin de tableau de bord. On ferme, on clique sur le bouton des fenêtres. Oui, je vois qu'ici, par contre, ça ne veut pas. Vous voyez, normalement, avec un clic droit, j'accède à ce petit menu contextuel qui me permet de déplacer chaque bouton rajouté. C'est pas grave, alors je clique droit ici sur un espace vide, tableau de bord, préférences, voilà. Je vais aller sur éléments, le bouton des fenêtres, je clique dessus et je joue avec les flèches. Voilà. Il est là où je veux qu'il soit. Et on peut voir qu'il y a le menu Whisker d'ajouter, hein. Voilà, le fameux menu que moi j'aime bien, que je vous ai conseillé, parce que il intègre une zone de recherche pour ces applications. Voilà, il est redimensionnable à souhait. Donc ce que l'on va faire, regardez, on peut placer le tableau de bord verticalement. Par contre, ça pose problème pour la lecture de pour la lecture de chaque bouton. Donc on peut, si on veut, deskbar et la lecture est enlevée, enfin l'énoncé est enlevé. Ok, ça c'est une chose. On peut le verrouiller ou pas. On peut afficher ou masquer automatiquement le menu. Voilà, il n'y a rien de chinois. Alors, on peut augmenter ou non la taille d'une ligne. Mettons que vous voulez. Voilà. On peut jouer sur la
largeur de celui-ci. Mais alors si j'ajoute un élément, regardez, vu que la case en dessous est cochée, augmenter automatiquement la largeur, et ben elle augmentera automatiquement. Exemple, qu'est-ce que je lancerai bien, putain. Voilà, il augmente automatiquement. Et il diminue. Bon, alors de moi-même, j'attribue 100% de largeur. Je peux décocher ça, ça ne sert plus à rien. Voilà. Apparence, je peux jouer sur l'apparence. Donc je peux ici jouer sur l'opacité. Voilà. Par contre, on ne voit pas bien l'opacité vu que le fond d'écran est assez foncé. Donc ce qu'on va faire, on va modifier le fond d'écran. Donc clic droit, rappeler le menu contextuel, paramètres du bureau. Je vais attribuer un fond d'écran un peu plus clair peut-être. Voilà, avec des couleurs vives. Voilà, là on voit bien l'opacité. Par contre, ce que je peux faire, c'est mettre du 100% ici. Vous voyez, ce qui change, c'est que quand j'entre avec ma souris dans le tableau de bord, voilà, l'opacité diminue. Souvent, on fait l'inverse. Donc, ce que l'on va faire, voilà. On peut même faire, par exemple, on va mettre du 60. Ici, du 80. Voilà. Et éléments, c'est pour jouer donc sur chacun des éléments. Exemple, voilà, j'appelle les paramètres du menu Whisker. Je veux rajouter du texte à côté du menu, regardez bien ici. Voilà, mais je n'aime pas ce qui est mentionné. Voilà, je peux changer d'icône. La distribution mère, c'est une Debian, voilà, c'est mieux ainsi. Afficher le nom générique des applications, non. Montrer la description des applications, ça c'est chouette. Vous voyez, il n'y a aucune description. Mais si je mentionne ceci, il y a une description. Voilà. Afficher la hiérarchie des menus. Positionner le champ de recherche à côté des boutons du panneau. Je vois qu'ils n'y sont pas. Voilà les boutons du panneau. Donc, on va essayer de jouer avec ça. Voilà, champ de recherche, bouton de panneau à côté. Taille des icônes des éléments. Voilà. Et taille des icônes des catégories. Voilà, on peut jouer dessus. Donc, si je mets plus grand. Voilà. Donc, je vais mettre plus petit. Voilà, et je peux jouer sur les catégories. Voilà. Vous voyez, c'est personnalisable. À souhait. Comportement. Changer de catégorie en survolant. C'est vrai que là, je dois effectuer un clic sur chacune des catégories pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Si je clique ici, comme sous Windows, je ne clique pas, je survole et le changement s'effectue. Afficher les éléments récemment utilisés par défaut. C'est vrai que quand on ouvre le menu, il se positionne sur favoris. Moi je veux qu'il se positionne sur les éléments récemment utilisés. Et si je l'ouvre, voilà, par défaut, les éléments récemment utilisés. Ok. Donc voilà. On va un peu personnaliser le tableau de bord. Admettons que je veux un séparateur entre le menu Whisker et le bouton des fenêtres. Plus. Voilà, pour ajouter un élément, je vais ajouter un séparateur. Voilà. Il s'est positionné ici. Donc je le fais remonter. Mais je vais cliquer sur paramètres du séparateur. Si je l'étends, voilà ce qui se passe. Donc je vais pas l'étendre. Et on ne le voit pas bien. J'aurais peut-être dû. On va peut-être changer
de fond d'écran. Il faudrait un fond d'écran. Ah voilà, très clair. Mais il y a un petit séparateur là. Je peux soit le rendre transparent ou alors séparateur, c'est une ligne, poignée, voilà, ou point. Moi je vais mettre un séparateur, c'est ok. On peut voir qu'il y a une petite poignée qui est attribuée au bouton des fenêtres. On va enlever cette poignée, donc je clique sur le bouton des fenêtres, propriétés, afficher les noms des boutons, voilà, je peux enlever, hein. Afficher bouton plat, non, afficher la poignée, voilà, je l'enlève. Titre du groupe et ordre d'attache, oui, groupement des fenêtres, toujours, voilà, on peut voir que là le groupement s'est effectué. Je n'ai pas beaucoup de place ici. Si vous avez ajouté beaucoup d'éléments, ça peut être chouette. Et vous pouvez en plus donc enlever l'affichage du nom des boutons. Voilà. Voilà. Action du clic du milieu. Grâce à l'action du clic du milieu, on peut fermer la fenêtre. Voilà. Restaurer les fenêtres réduites dans l'espace de travail courant. Non. Afficher le cadre de la fenêtre au survol d'un bouton. Ah oui, c'est pas mal, regardez. Voilà. Changer de fenêtre à l'aide de la roulette de souris. Je me positionne, par exemple, et... Ah. Tiens, ça n'a pas l'air de... fonctionner. Pas grave. Filtre, afficher les fenêtres de tous les espaces de travail ou fenêtres, afficher uniquement les fenêtres réduites. Si je fais ça, ben il y en a plus, c'est normal, il n'y en a aucune de réduite. Par contre, si je fais ça, elle s'affichera. Voyez, voilà. Afficher les fenêtres de tous les moniteurs, c'est ok. Le séparateur ici, alors on va voir ces paramètres. Transparent, oui, étendre, ok. Si je décoche étendre, voilà ce qui se passe. C'est bon. Greffon indicateur, paramètres. Voilà. Donc le greffon indicateur, lui, il va indiquer tout ce qui n'est pas coché. Ce qui est coché, il ne l'indiquera pas. Alors, de nouveau, un séparateur. Il se trouve ici, en fait. Moi, si je n'en veux pas, je l'enlève. Voilà. L'horloge, hein, je peux également rentrer dans les paramètres de l'horloge. Et bouton d'action. Je peux le paramétrer également. Le voici, un bouton d'action. Donc, voilà. Je vais verrouiller l'écran. Oui. Changer d'utilisateur. Non. Séparateur. Oui. Mise en veille. Oui. Mise en veille prolongée. Non. Séparateur. Éteindre. Redémarrer. Voilà. Et on va voir. Voilà. C'est OK. Maintenant, il existe ici à la place des boutons d'action. Voilà, c'est peut-être un peu plus joli. Et alors on peut demander afficher une fenêtre de confirmation. Par exemple, si je clique sur éteindre, voilà, j'ai une fenêtre de confirmation. Si je ne confirme rien, l'ordinateur s'éteindra après 30 secondes. Je peux inverser l'orientation des boutons. Je vois qu'ils ont disparu. Ils ne devraient pas. Et voilà, ça fonctionne. Tiens, pourquoi est-ce qu'ils disparaissent? Petit bug. Ouais. Voilà. Fermé. Donc vous pouvez rajouter des éléments. Ajouter un nouvel élément. Admettons, vous voulez la corbeille. On l'ajoute. Voilà. On clique droit dessus. On peut la déplacer et on la positionne ici. Vous voulez ajouter l'élément de capture d'écran. Ajouter. Voilà. On déplace et on peut le positionner. Voilà, en gros, je pourrais vous montrer encore beaucoup plus, mais vous avez vu comment paramétrer un peu votre tableau
bord. Vous pouvez en ajouter un deuxième, hein. Tableau de bord, préférences, plus. Voilà, j'en ai un deuxième ici. Si je veux qu'il se positionne par exemple verticalement, voilà. Regardez. Voilà, ici je vais diminuer la taille du premier. Voilà. On va faire comme ceci. Voilà. Voilà. Verrouillage tableau de bord. Apparence. Donc on peut mettre. Donc on peut aller voir sur l'autre. Hein, 60, 180. 60, 180. Aucun style. Alors je vais ajouter par exemple le bouton des fenêtres. Voilà. Afficher le nom des boutons. Afficher la poignée. Titre et groupe hors d'attache. Oui, groupement toujours. Action du clic du milieu et fermer la fenêtre. Alors, voilà. Oui. Voilà. Mais alors, je vais enlever ceci par exemple. Paramètres. Ok, celui-là je peux l'enlever. Voilà. Vous voyez un peu comment on peut paramétrer le tout. Clic droit sur le bureau, paramètres du bureau, et alors voilà, on paramètre. On peut changer son fond d'écran comme on le désire. Voilà. Voilà, c'est mieux. Ouais, je ne saurais pas tout vous montrer, ça va prendre beaucoup trop de temps, mais amusez-vous avec, vous verrez. Donc j'ai assez parlé du tableau de bord, le menu application. Vous voyez que je suis dans les éléments récemment utilisés. Dans les favoris, je peux venir positionner des nouveaux favoris. Admettons que la calculatrice, je l'utilise souvent. Clic droit dessus, ajouter aux favoris. Voilà, d'ailleurs on va aller voir dans favoris. Normalement, voilà, elle est en bas. Si je veux l'ajouter au tableau de bord, clic droit, ajouter au tableau de bord. Il me demande si je veux l'ajouter au tableau de bord 0 ou 1. Je vais l'ajouter au tableau de bord 0. Voilà. Déplacer. Voilà. Donc ici, je peux positionner des tas de lanceurs, de raccourcis d'applications, et ici, mes applications ouvertes. Ok. Voilà. Ben voilà, je pense que j'ai à peu près tout livré le tableau de bord. Accès ici à tous les paramètres. Verrouillage de l'écran. Se déconnecter. Tous les paramètres. Voilà. Ça ici, on a accès aux paramètres de la distribution. Apparence. Hein. Voilà. Style, icône, police, paramètres. Que je vous montre quelque chose qui est chouette aussi. Donc les applications favorites. Bureau. Oui, bureau. Ok. Taille d'icône. Regardez, je vais créer une icône. Voilà, je peux augmenter sa taille. Hein.
Voilà. Ça c'est la taille de l'infobulle. Voilà, je peux la diminuer. Demander l'affichage des répertoires personnels, système de fichiers, corbeille. Voyez. Ok. 50. 128. Voilà. Ainsi de suite, tout ce qui concerne l'économiseur d'écran. Voilà les photos diaporamas concernant l'association Abbé Pierre dont je vous parlais. Alors, éditeur de menu. Voilà. Exemple. Clic droit sur le bureau. Application. Voilà le menu application et je peux travailler dessus. Exemple, on voit que j'ai le navigateur web ici. Si je ne le veux plus, c'est pas compliqué. Ne pas afficher dans le menu. Voilà. Clic droit, application. Ah. Attendez. Il y a peut-être quelque chose que je n'ai pas fait. Ah voilà. Enregistrer. Clic droit, application. Mais on voit toujours que le navigateur web est là. Donc on va faire autrement. Ne pas afficher dans le menu. Oui. Et si je fais ça. Normalement, pourtant, ça devrait être bon. Ah voilà, il est parti. Ok. Et vous pouvez également supprimer, mais également donc qui ne s'affiche pas, rajouter de nouveaux éléments. Vous voyez, ajouter un lanceur, un répertoire. Voilà, donc enregistrer. On va voir mon nouveau répertoire qui est créé. Oui. Je ne vois pas où il est. Éditeur de menu. Nouveau répertoire. En dessous du gestionnaire de paramètres. Je ne le vois pas. Non, je ne le vois pas. C'est pas grave. Exemple, gestionnaire de paramètres. Il ne me plaît pas là, je peux le placer où je veux. Ok. Voilà, gestionnaire de paramètres. Ok. Alors, bon, on va pas tout faire, hein. Espace de travail, voilà, je peux rajouter des espaces de travail, les renommer, hein. Voilà. Hop, je m'éparpille. Ouais. Gestionnaire de fenêtres, ici, exemple, vous allez voir, je vais ouvrir ma petite calculatrice. On peut voir que je peux la rabattre ou la fermer et je peux ajouter des boutons. Exemple, celui-ci va me permettre, si je clique dessus, attendez, je vais d'abord continuer, on va faire comme ça, voilà. Peut-être ouvrir une autre fenêtre, par exemple le gestionnaire de fichiers. Je vois que le bouton ne s'est pas positionné, tiens. Menu, ouais, ok, le voilà. Et la fenêtre collante, je vois qu'il ne s'active pas. Pourtant, c'est chouette. Si
si on clique sur ce petit bouton, la fenêtre sera apparente sur l'entièreté de nos espaces de travail. Par contre, ici aussi, je vois que le bouton ne s'est pas positionné. Peut-être parce que police, non, paramètres, non. Ah voilà, il faut choisir un autre style de fenêtre. Voilà, on voit le petit bouton, hein. Si je passe à l'espace de travail 2, la fenêtre n'est pas là. Si je clique ici, la fenêtre se positionne sur tous les espaces de travail. Et ici, c'est chouette. Hop. Voilà. On peut voir que les fenêtres sont collantes, hein. Mais uniquement à chaque coin de l'écran, pas entre les fenêtres. On peut arranger ça. Clavier, focalisation. Alors si je traîne la fenêtre, non, normalement. Aimanter les fenêtres. Voilà pour les autres fenêtres. Voilà, maintenant elles s'aimantent entre elles. On peut jouer sur la distance, hein. Changer d'espace de travail lorsque le pointeur arrive au bord de l'écran avec une fenêtre. Oui, mais ici il y a un bug, ça ne fonctionne pas. Est-ce que c'est parce que je suis sous VirtualBox? À tester. Mais voilà, hein, amusez-vous. Vous allez voir, il y a des tas de paramètres. Voilà, et on n'a pas vu le doc. Le fameux doc Kero, ou KeroDoc, la maison. Si on clique dessus, le gestionnaire de fichiers s'ouvre avec directement, on est positionné sur notre répertoire personnel. Firefox. Voilà, je vais pas tout voir, hein, mais tout ce qui se trouve dans KeroDoc se trouve dans votre menu application principale, hein. Voilà, ici des petites boîtes créées, boîte communication, boîte bureautique avec parfois des sous-boîtes, hein, dedans. Voilà, vous voyez, il y a du choix et chaque logiciel, voilà, plusieurs logiciels de la même catégorie peuvent être installés, hein. Par exemple, vous allez voir que dans audio, on a plusieurs lecteurs audio. Voilà, et Ubuntu, c'est ça, c'est le choix. Utilitaire, aide, afficher le bureau ou pas. Menu des applications, voilà. Raccourci. Déconnexion. Alors, pour avoir accès aux paramètres du dock, clic droit. KeroDoc. Configurer. Il y a de quoi s'amuser. Surtout que... Ah, vous voyez, la fenêtre s'est positionnée en dessous de mon tableau de bord. Par exemple, si vous ne voulez pas, alors que au-dessus, voilà, la fenêtre ne passe pas en dessous, c'est parce que je n'ai pas réservé l'espace du tableau de bord. Donc je fais préférence du tableau de bord, ne pas réserver l'espace, et normalement, oh, ah pardon, encore un petit bug, apparemment ici ça ne fonctionne pas, l'espace n'est pas réservé. Ouais. Ce qu'on peut faire par exemple, c'est